BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Marjorie. Bonjour Emmanuel. Marjorie Adelson, qui est notre bibliothécaire du jour, donc avec un livre, The Millionaire Next Door. Alors c'est le titre même. Oui, c'est le titre qui a été traduit aussi pareil en français. Exactement, mais du coup, voilà. Même dans la version française. Dans la version française. Les surprenants secrets des riches américains. Exactement, c'est le sous-titre. Alors c'est un classique américain dans les ouvrages de finances personnelles. Le livre est sorti en 1996 et il s'est écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires. En France, les Américains adorent. Oui, ils adorent ce genre de livre. En France, c'est un petit peu moins, Ouais. mais en tout cas, il est disponible depuis 2020. Il s'agit en fait d'une étude sociologique qui a été réalisée sur près de 15 000 millionnaires. L'idée, c'était de comprendre leurs habitudes, leurs points communs et surtout comment ils en sont arrivés là. Alors, un mot sur les deux auteurs, Marjorie, Thomas G. Stanley, William D. Danko. Oui, Thomas Stanley, en fait, il est chercheur en sociologie à l'université de Georgie. Depuis toujours, sa spécialité, c'est d'étudier les riches. William Danko, quant à lui, c'est un professeur de marketing à New York. Alors, évidemment, l'intérêt, c'est de percer les secrets de ces riches. Et donc, la première conclusion, quand même, c'est que être riche, c'est d'abord un état d'esprit. Oui, exactement. Initialement, d'ailleurs, la plupart des millionnaires interrogés n'avaient pas de richesse personnelle. Le livre nous montre donc qu'être riche, c'est une attitude. Il faut surtout de la discipline, de la patience, une bonne dose de frugalité. Et surtout, Emmanuel, il faut tout budgétiser. Eh oui. Alors, c'est vrai que ça détonne un petit peu avec l'image qu'on a en France de la richesse, qui est plutôt synonyme d'opulence. Mais voilà, on peut s'enrichir à condition de s'éduquer financièrement. Alors, une des règles que mettent en avant les auteurs, c'est surtout de fuir le marketing. Oui, alors c'est pas toujours facile, surtout maintenant à l'époque des réseaux sociaux où la publicité ciblée, elle est vraiment partout et où donc la tentation est extrêmement grande. Ce qui apparaît justement dans le livre, c'est que les personnes du panel voulaient être riches, mais ne pas paraître riche, donc exit les Rolex ou encore les autres achats comme ça un petit peu impulsifs. Et d'ailleurs, 80% des millionnaires interrogés sont, on peut dire, indétectables à l'œil nu. Ils roulent en voiture d'occasion, ils habitent dans des quartiers de classe moyenne, mais par contre, ils investissent tout ce qu'ils épargnent. Ouais, c'est toujours la question que je me suis posée. Est-ce qu'on devient radin parce qu'on est riche ou est-ce qu'on devient riche parce qu'on est radin? Alors, quand même, là où c'est intéressant, c'est que ça n'est pas du tout une espèce de livre qui nous donne des clés magiques comme ça pour devenir riche du jour au lendemain. C'est être riche, c'est une discipline, c'est des efforts et en fait, c'est le fruit d'années de travail. Exactement, c'est vraiment une vision à long terme. Et puis surtout, aujourd'hui, on parle beaucoup de sortes de success story comme ça. On a l'impression que pour devenir riche, il faut soit choisir dès le départ un métier extrêmement rémunérateur, soit être dans son garage en attendant de trouver la bonne idée de business. Donc voilà, c'est ça vraiment le mérite de l'ouvrage, c'est qu'il propose un chemin qui est accessible à tous. Certains des interrogés, par exemple, avaient des très bas salaires quand ils ont commencé à épargner. Donc vraiment, si on doit retenir une leçon de ce livre, c'est que la richesse se pense avant de se créer. Oui, effectivement. Et puis, c'est plus de la discipline que l'idée géniale. Exactement. En fait. C'est vraiment être régulier et discipliné. Voilà, passionnant. Un livre qui réconfortera les besogneux. Finalement, allez, on part maintenant faire notre tour du monde hebdomadaire, voir si, effectivement, dans quelle zone du monde la fortune nous guette. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Benahouda Abdelhaim, notre globe-trotteur direction Taïwan. Après les élections, comment promouvoir la réunification nationale? Vision Pékin. Les Taïwanais viennent d'élire sans encombre, on l'a vu, leur président et leur parlement. Xi Jinping exhorte maintenant le Parti communiste chinois à effectuer un meilleur travail pour gagner le cœur du peuple de l'île rétive. Dans cette optique propre à Pékin, le directeur de l'Institut des affaires internationales de l'Université chinoise de Hong Kong livre ici sa méthode, supposément pour y parvenir. Ce texte a été publié juste après les élections à Taïwan. Il nous provient par la lettre signification S-I-N et pas S-I-G-N, disponible sur la plateforme Substack. Nous l'avions présenté en détail dans cette émission l'an dernier. Alors, pour le professeur Zheng Yongnyan, les risques majeurs sont amenés par l'issue de ce scrutin taïwanais.
Le président souverainiste élu, Lai, et son gouvernement vont continuer la politique, dit-il, de désinisation, je cite, de l'île, en cultivant une identité taïwanaise distincte. Or, du point de vue de l'auteur, Taïwan est la clé pour que la Chine populaire, dans son ensemble, devienne la puissance maritime pleine qu'elle mérite d'être. Une dite réunification établirait définitivement les droits et intérêts de Pékin sur la mer de Chine méridionale et au-delà vers le Pacifique. Ceci posé pour cet universitaire, il s'agit donc de persuader les Taïwanais qu'un retour pacifique au sein de la mère patrie est bien possible dès lors que l'île pourrait bénéficier d'une solution un pays, deux systèmes, ce qu'on a entendu jadis pour Hong Kong. Absolument. La Chine doit alors concentrer ses efforts de communication, je cite, sur la jeunesse taïwanaise qui n'a pas voté pour le président souverainiste. Surtout, écrit-il, Pékin doit concentrer son œuvre de persuasion sur la certitude que les perspectives de niveau de vie seraient meilleures sous le drapeau chinois. Et pour cela, il faut pratiquer une politique d'ouverture unilatérale de la Chine vis-à-vis des étudiants, des travailleurs et des investisseurs taïwanais. Dans cette stratégie de conviction, les sanctions économiques envers Taipei, écrit-il, doivent être maniées avec la plus grande prudence. La notion de réunification se conçoit dans cette approche d'un intellectuel chinois au cadre d'expression strictement délimitée par l'intégration socio-économique et pas par l'intégration avec les armes. On continue notre tour du monde par le Yémen, Benahouda, et les défis des recettes publiques. Oui, la situation, on le voit, dégénère militairement en mer Rouge, dans le golfe d'Aden, et y compris en mer d'Arabie, autour du Yémen. Alors, le territoire yéménite est de nouveau bombardé, cette fois par les Américains et les Britanniques. Ça ne dissuade pas jusqu'ici l'insurrection Houthi proche de l'Iran de s'en prendre à certains navires commerciaux encore de passage au nom d'une solidarité pour la Palestine. Alors, beaucoup est écrit sur les différents impacts économiques internationaux de ces événements, nettement moins sur ceux pour le Yémen lui-même, comme si le Yémen n'était qu'une zone de projection et non pas une zone économique comme une autre. Alors, l'unité économique du centre de recherche Sanaa, dans la capitale du pays, livre ici des éléments précis qui relèvent de la politique intérieure, de l'économie, avec une autre phase, celle tournée vers l'extérieur. Ned Walley et ses co-auteurs expliquent que l'assaut des Houthis a eu contre les sources de revenus du gouvernement précédemment avait déjà commencé par un blocus à la fois sur les exportations de pétrole et sur le gaz de ville qui est produit localement, donc sur le nerf de la guerre pour l'économie yéménite. La chute des rentrées budgétaires a été vertigineuse, je cite, obérant la capacité de ce qui reste de l'État yéménite de payer les salaires du secteur public, de permettre la fourniture d'électricité, donc de faire tourner la machine. L'expiration d'une subvention saoudienne pour le carburant a précipité le sud du pays en 2022 dans une crise énergétique dévastatrice jusqu'à ce que Riyad, en août 2023, débloque une enveloppe de 1,2 milliard de dollars sans pour autant que cela permette de sortir de l'impasse. En mai dernier, en Jordanie, il y a une initiative baptisée Repenser l'économie du Yémen qui a tenté d'élaborer les moyens de retrouver des flux budgétaires en tenant compte de la fragmentation géographique de ce territoire. Cela passerait par une rationalisation des grandes structures de services, télécommunications, énergie notamment, mais rien ne serait envisageable d'après les auteurs sans que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui ont âprement combattu, rappelons-le, la rébellion Houthi, s'engagent à cofinancer les réformes indispensables, je cite encore. Est-ce encore envisageable à présent? Question essentielle, mais quoi qu'il en soit, il faudrait aussi se tourner vers l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pour trouver une solution à ce qui est en train de se passer actuellement en mer Rouge. Et enfin, Benahouda, on s'intéresse aux investissements de diaspora dans les contextes fragiles avec le cas particulier de la Somalie. Oui, c'est un travail de recherche publié par un institut néerlandais de relations internationales. Ce sont environ 2 millions de personnes d'origine somalienne, première ou deuxième génération, qui transfèrent en gros entre 1,3 et 2 milliards de dollars par an vers la Somalie. 1,3 à 2 milliards de dollars, ça peut représenter jusqu'à 20% du produit intérieur brut somalien. Et en gros, autant, et c'est très important, on va le voir dans la démonstration, que l'aide publique extérieure. Guido Lanfranchi établit d'abord que les investissements d'une diaspora peuvent canaliser de façon efficace les financements vers des activités productives dans le pays d'origine, ce qui, montre-t-il, soutient une création de flux de revenus tout en générant des retours sur investissement pour les investisseurs de cette diaspora. Donc c'est gagnant-gagnant. Mais par ailleurs, en particulier dans un contexte sociopolitique extrêmement fragile comme celui de la Somalie, ces mêmes investissements peuvent aussi saper la cohésion sociale, la légitimité des pouvoirs publics,
et même augmenter la probabilité d'alimenter un conflit violent à l'intérieur du pays. Surtout, écrit l'auteur, si l'argent est fléché en fonction de lignes identitaires, de lignes claniques, ce qui, a priori, semble pour n'importe quelle diaspora au monde, la logique, c'est on dirige son argent vers les gens de sa famille. Sur le fondement de cette analyse, ce spécialiste italien de la Corne de l'Afrique, il est italien, il établit une série de recommandations, 4 essentiellement, censées valoir pour la Somalie, un pays dont l'État ne se relève pas, rappelons-le, depuis la chute des blocs de la guerre froide. Alors d'abord, recueillir par les donateurs des données exhaustives, des données complètes quant aux préférences des investisseurs potentiels et des bénéficiaires, ce qui demande donc un travail statistique, assurer la transparence autant que possible dans les engagements, notamment pour ce qui concerne la sélection des bénéficiaires de ces investissements, comprendre de manière approfondie les implications économiques et politiques de tel ou tel investissement. Et d'après cette analyse, ce sont bien les États donateurs, les agences d'aide, qui doivent contribuer à structurer de la sorte les flux privés. Dans ce sens, ce serait nettement plus efficace que de compter sur les bienfaits supposés des lignes d'aide publiques extérieures, les unes après les autres. Et donc peut-être un jour redonner un sens commun à cet État somalien qui s'est effondré. Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui ? Alors, j'ai choisi un livre d'Olivier Vassal. Olivier Vassal, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, mais qui a une formation d'ingénieur et qui s'est intéressé, il s'est posé la question de savoir si tout ce qu'on racontait sur la France périphérique, tout le discours des nouveaux géographes sur les banlieues, était confirmé par les recensements, par les statistiques et tout ça. Et il dit pas vraiment. Ça s'appelle comment ? Son livre s'appelle « La France au défi de ses territoires ». Et il dit, alors effectivement, il y a des choses qui sont confirmées, la diagonale de la désertification qui va des Hautes-Pyrénées à la Lorraine, mais il dit, il y a des choses, par exemple, dans la Lorraine que l'on présente comme sinistrée, vous avez des endroits où se trouve l'immobilier le plus cher. Thionville est une des villes les plus chères de France. Pourquoi ? Parce que c'est la banlieue de Luxembourg. De même, en Haute-Savoie, vous apercevez que dans la Haute-Savoie, il y a un bassin industriel qui est plus ou moins prospère, mais vous avez du tourisme qui s'est développé et qui est extrêmement prospère. Et puis surtout, c'est la banlieue de Genève. Paris et le désert français, vous apercevez que Lyon s'en tire pas si mal que ça. Donc, il multiplie les références et il dit il y a aussi une France de la vigne qui se porte pas mal et qui n'est pas du tout connectée avec les grandes métropoles que l'on cite souvent. Il vaut mieux effectivement habiter à Bordeaux ou à Dijon que habiter dans certaines grandes villes. C'est ça qui vous a plu, Jean-Marc. Et donc voilà. Et donc, je trouve que ça mérite d'être regardé. Alors c'est quelquefois un peu fastidieux à lire parce qu'il y a énormément de statistiques, mais c'est un travail utile. Christian. Beaucoup plus simple, les petits classiques de Sylvain Bersinger sur les entrepreneurs de légende. Absolument. On en est au 2e volume sur les entrepreneurs de légende français. Donc c'est toujours pareil, un petit chapitre court qui sont des synthèses de travaux faits par d'autres. Mais voilà, ça permet de se remettre ça en tête. Moi, j'ai bien aimé la famille Lafarge, fin 19e, un patron de gauche, hyper social, ce qui est assez rare. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, un patron de droite, très collabo, ce qui est beaucoup moins rare. Et on a beaucoup comme ça Eddie Barclay. Il y a plein d'entrepreneurs auxquels on ne pense pas forcément. Voilà, ça se lit vite, c'est sympa, on apprend plein de choses. Je m'associe pour une fois au choix de Christian. Alors voilà, les entrepreneurs, on a voyagé chez les nobles. Alors moi, je me suis fait mon petit voyage. J'avoue que c'est un univers que je ne connaissais pas, que j'étais assez curieux de découvrir. L'univers des family office. Vous savez, les family office, ce sont ces structures qui assurent au quotidien la gestion administrative, financière, fiscale des particuliers fortunés et des familles de fortunés. Alors finalement, comment ça fonctionne ? Quelles règles doivent respecter ces family office ? Qu'est-ce que ça apporte aux familles ? Quels sont leurs besoins ? Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Ça s'appelle Family Office et Famille. C'est écrit par Bernard Camblin, Clément Jaurès, qui sont tous les deux des spécialistes de la question, qui ont eux-mêmes des family office. Donc voilà à quoi ça sert. C'est un univers que je ne connais pas et que peu de familles connaissent, mais enfin, c'est vraiment passionnant. C'est aux éditions Galino. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, bonne lecture.